Merci d'avoir choisi la PES TV. Vous qui aimez bien votre magazine en direct Grand Débat, vous nous suivez depuis Bujumbura au Burundi, vous nous suivez depuis Ouagadougou, vous nous suivez depuis Dakar au Sénégal, et pourquoi pas vous qui êtes en dehors de notre continent, vous êtes en Europe en train de nous suivre, mais on n'a pas oublié tous ceux qui sont dans la province de la Chuapa, de la Mongala, du Nord Ubangi, Sud Ubangi, bref, le Grand Équateur. Nous sommes de cœur avec vous, nous sommes toujours là pour parler de l'actualité, faire des analyses, donner des questions qui sont réelles, n'est-ce pas, à ce qui est juste menu politique de l'heure. Et pour l'instant, pour cette émission, je reçois pour vous un jeune, mais un grand, parce qu'il est le porte-parole adjoint du parti AREP, Agissons pour la République, Maître Samuel Kanta. Bonsoir, Maître. Bonsoir, Monsieur Charles. Comment vous allez? Vous vous sentez mieux? Oui, très mieux. Du fait que nous sommes venus ici pour parler de la République, c'est un honneur pour nous, comme on le fait d'habitude, c'est une vie de chaque jour. Pourquoi on le fait? Parce que la République a besoin de l'information, a besoin de connaissances, a besoin aussi de l'évolution de l'action gouvernementale que nous allons décortiquer, même disséquer dans les heures à venir. Mais aussi, par la même occasion, je tiens à saluer tous les membres du parti AREP qui nous suivent en ce net moment. Il s'agit même de notre fédération de Turquie, présidée par M. Mathieu Junior, et tant d'autres fédérations de France, c'est là qui sont ici au pays. Et là, je profite aussi de l'occasion pour m'adresser particulièrement à ma base de la FUNA, parce que vous savez qu'on ne s'annonce pas, nous ne tomberons pas. Du moins, vous avez une base. Oui, nous avons mais une base. Mais vous ne vous annoncez pas. Je ne m'annonce pas, mais je voudrais juste dire à cette base-là d'aller vraiment s'enrôler. Mais moi-même, j'ai eu à m'enrôler déjà il y a quelques jours. Là-bas à Bandalungwa, mais je leur demande aussi Ngire, Bandalungwa, Kalamu, Selimba ou Makala, Kassavubu d'aller s'enrôler parce qu'il est grand temps. Nous allons nous prononcer au moment opportun, mais certains déjà savent que nous pourrons être candidats et je leur demande de faire ainsi. Même le parti politique AREP, par l'entremise de Maître Dorothée Madia, qui est la CGA en charge des questions politiques, administratives, stratégiques et électorales, avait déjà donné le mot d'ordre en demandant à tout celui qui est membre, sympathisant, membre d'honneur, ainsi que membre effectif du parti AREP d'aller s'enrôler parce qu'il est grand. Voilà déjà un peu les mots qu'on peut dire en ces mots d'introduction. Voilà, une question me vient en tête. Agissons pour la République, le parti cher à Maître Guillaume Ndomboyo, ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire. Un parti qui prend de l'ascenseur, un parti organisé, un parti qui s'implante partout. Curieusement, c'est un jeune qui est porte-parole adjoint. Qu'est-ce que vous avez fait pour mériter la confiance de l'autorité de référence? Bon, là, je ne sais dire, il n'y a même pas de thermomètre de mesure de confiance. Déjà de la part de Maître Guy Luando, même en termes d'être... nous sommes humains quand même, il n'y a pas ces thermomètres-là. Alors, je pourrais dire c'est sur base de ce que je suis, jeune, mais j'y travaille. Je suis ambitieux, je sers la République, je ne sers pas les autres. Même Guy Luando, je ne le sers pas. Non, je sers la République. Mais je suis à côté de lui pour apprendre, pour savoir comment servir la République. Comment gérer la République. Donc, voilà. Voilà. Comme vous le savez, mon invité avait déjà déballé le contenu de ce que sera notre émission. Il a parlé de l'action gouvernementale en 2022. Nous sommes déjà en 2023. L'année 2022 a pris fin. Vous et moi, nous sommes Congolais. Nous nous sommes dit, nous avons suivi ce que le gouvernement avait dit, ses priorités. Comment, d'une manière globale, jugez-vous l'action du gouvernement de l'année 2022? L'année du gouvernement 2022... Je vais prendre des indicateurs, parce que votre question nous renvoie à ce qu'on appelle bilan. Bilan, je vais aider nos téléspectateurs. Quand on parle de bilan sur le plan politique, ça n'a pas une même connotation avec bilan sur le plan économique et tant d'autres. Quand on parle de bilan sur le plan politique, on voit un récapitulatif des actions, mais aussi des points saillants ou des points négatifs. Alors, le bilan gouvernemental à 2022 s'est basé sur des indicateurs déjà par la vision que le président de la République avait mise en place. Et la vision était purement centrée sur les actions. Les actions
sur terrain, parce qu'il y avait un gouvernement de warriors, déjà depuis 2021, il fallait vraiment agir. Et là, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Mais je veux prendre directement en 4 ans. Pourquoi à 4 ans? Parce que nous sommes déjà dans une année électorale, 2023. Et dans les 4 ans, vous incluez même le gouvernement qui était sortant. Oui, le gouvernement qui était sortant. Je prends l'indicateur du côté éducation, parce que c'est de là où les gens se disent il n'y a rien, le gouvernement Tshisekedi a échoué, le gouvernement Sama a échoué, et que sur le plan de l'éducation, la qualité elle est moindre, patati patata. Kabila, le président honoraire, il était là, c'est grâce à lui, on doit le reconnaître, que la Constitution a pu cocher la gratuité de l'enseignement. Mais la chose n'a pas été matérialisée. C'est Tshisekedi, voyons cela, c'est basant sur la politique du socialisme, il a voulu assez qu'il y ait la mise en place effective de la gratuité de l'enseignement. Ça a commencé avec des débuts, vous vous rappellerez à l'époque de Oli Bakonga, ça a pris même de première année primaire jusqu'en 6e des humanités. Beaucoup de gens ne savent pas. À l'époque où M. Odik Bakonga a commencé, les élèves, j'allais dire des étudiants de l'école secondaire ont eu à bénéficier d'une gratuité totale. Bon, avec des failles, il y a eu des tournements comme certains y pensent, et nous sommes arrivés au moment où il y avait eu même remaniement, où M. Tony Mwaba est venu. Mais depuis que M. Tony Mwaba a commencé, nous avons vu d'abord qu'il a eu à définir ces concepts-là de la gratuité de l'enseignement. À part cela, il a relancé. Il a trouvé entre ses mains d'abord le projet, ou même les accords de Bibois entre le syndicat et le gouvernement. Il a eu à exécuter selon le palier. Il y a eu l'augmentation des salaires à plus de 30%, 60% et même 65%. Il a fait en sorte qu'il y ait des écoles qui n'ont pas eu à respecter les normes même de la création. Ils ont eu à être à côté. Il a eu à définir quelles sont les écoles qui doivent bénéficier de la gratuité de l'enseignement. Parce qu'il ne s'agit pas des écoles privées, non. Il s'agit des écoles mécanisées, mais des écoles qui sont sous tutelle de l'État. Et là, il a eu à donner le cutus et les choses ont eu à fonctionner. Certes, il y a eu surpopulation des élèves dans des classes. Il a lancé même des mécanismes tendant à la construction des écoles. Et je me rappelle, il a lancé d'ici peu, il y a même quelques jours, un projet allant à faire en sorte qu'il y ait 200 écoles dans chaque province. Et la chose serait matérialisée. Je pars dans d'autres secteurs. Pour ne pas vous stopper un peu, lorsque vous dites qu'il a eu un projet tendant à aller construire des écoles, est-ce que vous ne trouvez pas qu'il fallait commencer par construire des écoles et puis lancer la gratuité? Non. Ce n'est pas mettre la charrue devant le bœuf? Non, je ne pense pas. Pourquoi? Si vous revenez, vous ne pouvez pas construire alors qu'il y a déjà des écoles. Vous devez travailler, vous avez l'obligation de travailler sur ce qui existe. Avec toutes les conditions que les gens déplorent. Ce n'est pas un problème. Il faut commencer là. Non, c'est un problème. Non, il faut commencer là. Exemple, je viens ici sur ce plateau, je trouve M. Charles. Mais je me dis, vu que j'ai besoin d'un autre journaliste qui est plus expérimenté que M. Charles, je dois effacer M. Charles. Non, je commence avec M. Charles en faisant quoi? En lui formant s'il y a possibilité, en lui envoyant même des personnes habilitées à augmenter son niveau. C'est ce que lui il fait. Il a trouvé des écoles, il a voulu d'abord donner les go avec ces écoles-là, parce que vous vous rappellerez, je vais dire une chose que beaucoup de gens ne savent pas. Grâce à lui, il y a eu même des écoles privées qui étaient en faillite. Ils ont eu la grâce d'être affectés ou être reconnus par l'État, et les enseignants de ces écoles privées bénéficient même du paiement par le gouvernement central. C'est la chose que beaucoup de gens ne savent pas. Et c'est déjà quelque chose à applaudir, parce que les enfants, l'éducation que nous voulons prôner, une bonne éducation, ça doit se passer par des canaux un peu plus clairs. Voilà, c'est ça le plus essentiel. Donc du côté éducation, vous donnez une note positive Je donne vraiment une note positive quant à ça. Et pour l'instant, parce que vous parlez du domaine de l'éducation, nous allons donner un peu quelques éléments là-dessus. Aujourd'hui, cette paye des enseignants concerne ceux de la capitale et ceux de chef-lieu ont un autre barème, tandis que ceux des deuxièmes villes des provinces sont considérés comme tous des enseignants du village. Et ça, c'est une voie que je
donne, ou bien une fois que je porte haut des enseignants des deuxièmes villes, des provinces, notamment la ville de Boma, certaines villes, la ville de Kikwit par exemple, ces enseignants-là sont payés comme les enseignants qui œuvrent dans le village, différemment de ceux qui sont payés à Bandundu-Ville ou encore à Matadi. Donc je ne sais pas, de ce côté-là, les gouvernements pourront aussi revoir, parce qu'on dit que c'est une ville, mais ce n'est pas un village. Mais quand on paye juste ceux de la capitale à un barème élevé, c'est du chef-lieu à un barème moyen, et puis c'est des autres entités, c'est un barème un peu beaucoup plus bas. Je sais que vous êtes très bien informé, je m'attendais que vous donniez les barèmes de ces provinces-là que vous citez. En ce que je sache, oui, le gouvernement a tout fait pour briser cette inégalité entre citoyens. Vous vous rappellerez ici, au pays, ici dans la ville de Kinshasa, exemple l'école Boboto et tant d'autres bénéficiaient d'un barème plus élevé, voilà, qui est même c'est de l'école de Kinseso et tant d'autres. Le gouvernement a voulu briser cette inégalité sociale. Et aujourd'hui, chaque enseignant bénéficie de même prime, même barème de paiement. La tension salariale est maîtrisée. Donc aujourd'hui même, c'est à partir du 22 que chaque enseignant touche son salaire. Je sais, dans les provinces que vous venez de citer, il y a eu un problème parce que certaines provinces n'ont pas de banque, alors qu'il y a la bancarisation. La bancarisation aujourd'hui pose problème dans des coins pareils. De ces faits, il fallait travailler avec les opérateurs de banques pour essayer d'améliorer la condition. Maître Samuel, vous êtes porte-parole adjoint du parti AREP, parti membre de l'Union Sacrée, et votre autorité morale et membre du gouvernement. Nous parlons de l'action du gouvernement en 2022. Les social des Congolais est mis en mal, quand bien même qu'on a connu une montée exponentielle, une majoration exponentielle du budget congolais, du budget de l'État bien sûr, mais ce budget fait quand même quelque chose de bien. On sent quand même qu'il y a certains coins ou bien certains domaines où ça va, mais les Congolais ne vivent pas réellement comme s'ils étaient Congolais avec toutes ces ressources. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui fait que le pouvoir d'achat est toujours faible, quand bien même qu'il y a majoration des salaires ça et là? Là, je ferai directement le bilan sur le plan économique. Sur le plan de l'économie, il fallait faire ce qu'on appelle la levée ou le point fort qu'on pourrait donner à la macroéconomie. La macroéconomie qui se base sur 4 carrés magiques. Quoi? Il s'agit du plein emploi. Il s'agit de ce qu'on appelle, il y a le plein emploi, il y a le marché extérieur, il y a même dans la macroéconomie, on prend même ce qui est du social, ce qui est du social, ce que vous venez d'évoquer, comment mettre mettre de l'équilibre en ce qui concerne le taux d'échange et tant d'autres, parce que je sais que les Congolais se disent qu'il y a un problème. Nous avons assisté dans ces pays à ce qu'on appelle la macroéconomie, mais appauvrissante. C'est-à-dire qu'il y a une classe politique qui bénéficiait des bénéfices de ce que la macroéconomie donnait. Nous avons vu à l'époque de Matata Ponyo, il y avait plus le politique qui était dans une vie noble. Ils étaient vraiment dans la noblesse. Alors que la population, c'était plus rien. Les cas de la fonction publique, où les gens étaient mal payés, ils n'avaient pas quelque chose, mais grâce... Et aujourd'hui, ils sont bien payés? J'arrive. Mais grâce aujourd'hui à cette macroéconomie qui a été au moins levée à son hauteur, le budget a été relancé de 4 milliards aujourd'hui à 16 milliards. Non pas à 16 milliards, 0.6 parce que la loi a été déjà votée au mois de décembre 2022. C'est à 16 milliards. Vous verrez que grâce à ces budgets, le fonctionnaire bénéficie déjà de la Caisse nationale de sécurité sociale. Ce qui fera en sorte que même les retraités ont droit à quelque chose chaque mois. Ce qui fera en sorte que les avantages sociaux des fonctionnaires sont déjà restaurés, et ils en bénéficient. Leurs salaires ont été même majorés à 60%. Ils étaient d'abord à 30%, à 45%, aujourd'hui à 60%. Ça fait en sorte que même les militaires, j'arrive même là, que les militaires aujourd'hui, même sur le plan des effets militaires, c'était à 100 millions, ils ont maintenant 400 millions de dollars. Ça ne se limite pas là. Les budgets militaires concernant l'équipement et tant d'autres, parce que pour que vous ayez une armée forte,
il faut que vous jouez sur ce qu'on appelle en droit international militaire le Power Index. Le Power Index, c'est quoi? Le Power Index, on voit l'effectif militaire, on voit les zones ou même les forces d'attaque militaire. On a la zone terrestre, aérienne et tant d'autres. Et vous devez aussi avoir même ce qu'on appelle les réservistes sur le plan de l'armée. La chose qui n'existait pas. Moi, j'ai fait un plaidoyer en disant que pour avoir une armée forte, nous devons avoir aussi des réservistes. Aujourd'hui, nous avons un budget au lieu de 400 millions, on est arrivé même à 1,8 milliard de dollars. Ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, il y aura, grâce à ces recrutements de 10 200 jeunes, il y aura des réservistes, mais il y aura aussi des gens qui seront formés selon les zones. Vous verrez déjà sur base de notre économie, sur le plan de ces relances, ça fait en sorte que nous arrivons à un Congo un peu fort. Parce qu'on ne dira pas que c'est la sommité, non. Il y a encore des efforts à faire. Il y a encore le panier, la ménagère pose encore problème. Là, on peut le dire, nous, dans l'AREP, on n'applaudit pas tout. Quand on voit que des choses ne marchent pas... Vous restez objectif. Nous restons objectifs. C'est le cas des paniers, la ménagère. Mais il faudra aussi expliquer. Parce que les Congolais se disent que panier, la ménagère, c'est... ezaka na wenze je le dis vraiment lingala ezaka na wenze foso mbalipa foso lipa dali kolo non moi kitunga etonda en fonction ya push. Donc c'est à dire que moi Samuel quand je touche exemple $50 je dois payer la maison à combien? Si je paye la maison à $30, le $20 peut-être je dois faire une provision. Et si je me retrouve avec exemple 4000 francs, je dois aller faire le marché. Mais c'est sur base de mes 4000 francs que je dois avoir un panier rempli ou non. Ça, c'est déjà la première des choses. La deuxième des choses, sur le plan de ce qu'on appelle les marchés, la politique du marché, nous avons le pouvoir d'achat qui est élevé, mais aussi le pouvoir d'achat tient compte de la production. Nous sommes un pays qui ne produit pas. Nous dépendons de l'extérieur. Nous avons une économie extravertie. On ne produit pas pourquoi? Parce qu'on produisait. Hein? J'arrive. On produisait en 1900 combien? Boukangolo a produit. Boukangolo a produit. Allez, ne m'amenez pas. Ne m'amenez pas. Permettez-moi à cracher. Hein? Je respecte la pogne comme étant personne. Mais Boukangalo, nous c'est que Boukangalo a produit dans ses premières ères. Exemple, à Bandalunga, il y avait un truc juste vers Mola. On avait cité Boukangalo, où on vendait des maïs. Ça fait juste 2 semaines. 2 semaines, je veux dire. Avec un stock très limité. Est-ce que vous pensez un projet qu'on a tant investi, ça pouvait arriver ainsi? Je ne vais pas faire la parenthèse. La justice va s'en charger parce que c'est juste l'effet de répondre. Et s'il donne ses moyens de défense, et ça serait élagué. Donc, si en termes de production, le producteur a un problème de transport, c'est-à-dire que même lui, en termes de fixation du prix, il va aller à la hausse. Si, en termes de production, il y a ce qu'on appelle une crise alimentaire, le producteur a peut-être la possibilité aussi d'aller à la hausse. Si, je parle même dans cette troisième position, si le producteur, il s'avérait qu'il est le seul sur le marché, il s'est fait roi. Il s'est fait roi. Toutes ces positions, on le retrouve ici, par exemple, l'exemple le plus patent, c'est ici en Kinshasa, la ville de Kinshasa. On avait Orgamat qui produisait, on avait Congo, on appelle ça Congo Futur. Toutes ces entreprises-là sont presque en faillite. Et aujourd'hui, on se retrouve que ce sont plus les particuliers qui n'ont presque rien, ils n'ont pas de moyens de production comme Orgamat et tant d'autres. Et de ce fait, il y a la hausse. Nonobstant que le gouvernement fait de tout son mieux pour qu'il y ait l'équilibre en termes de fixation des prix, parce que vous savez, c'est le ministère de l'économie qui a le pouvoir de fixer le prix. Mais quand les opérateurs qui doivent participer
à cette élaboration de cette politique de l'économie et aussi dans les revendications qui sont plus au-dessus de désirata du peuple, voilà, ça crée une crise. Et de ces faits, l'autorité qui doit régler, ça reste le gouvernement. Mais nous avons eu un ministre qui a fait ce qu'il a fait. Donc, il n'y avait pas vraiment de régulation de ces faits. On lui a mis à côté. Et dans le jour à venir, il y aura un remaniement. Donc, sur le plan de la politique du panier de la ménagère, il faudrait se baser sur ce qu'on a, non pas sur ce qu'on voit. Et c'est la chose la plus importante. Et Maître Samuel, parce que vous êtes là, nous allons nous appuyer sur votre présence pour essayer un peu d'étancher notre soif de connaissances. La ville de Kinshasa, telle qu'elle est là, vous avez connu au cours de cette même année plusieurs cas de catastrophes. Nous avons connu Matadi Kibala 1, nous avons connu Matadi Kibala 2 avec la pluie de décembre ici. Apparemment, le plan urbanistique et l'aménagement de la ville ne tiennent pas debout. Et tout ça aussi, vous dites qu'on n'a pas donné vraiment une importance dans ce secteur-là? Merci beaucoup pour la question. Cette question elle est indispensable du fait qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas peut-être à quoi est-ce que le ministère de l'aménagement du territoire est appelé à faire. Voilà, ses attributions. Le ministère de l'aménagement du territoire, c'est presque depuis 2016-2017 que ça y a à être opté sur son existence. Mais quelle est les missions de ces ministères? Les ministères de l'aménagement du territoire a presque 3 missions le plus essentielles. L'élaboration des plans d'aménagement du territoire sur le plan national, local et tant d'autres. L'exécution de la politique d'aménagement du territoire et même la vulgarisation de certains projets qui tendent dans le même carquois de l'aménagement du territoire. M. Guy Luanomboyo arrive au sommet de ces ministères. Il trouve que d'autres ministres qui ont été là, ils ont fait leur part. Mais lui, en arrivant, il a trouvé un vide. Quel est ce vide? Il a trouvé un plan urbanistique de 1957. Vous comprendrez que la politique d'aménagement des territoires qui ont été mise en place dans ces années-là, c'était plus la politique belge. Et il n'y avait pas le nombre d'habitants comme que nous avons aujourd'hui. Il n'y avait pas de cités modernisées comme la nôtre que nous avons aujourd'hui. Il n'y avait pas beaucoup de choses. De ce fait, il fallait qu'il y ait une loi d'aménagement du territoire. Lui, il s'est dit, je ne peux pas rester bouche bée. Il a directement travaillé sur le projet de loi d'aménagement du territoire. Il a même eu à soumettre ça à l'Assemblée nationale et je pense que c'est même en seconde lecture au Sénat. Il ne s'est pas arrêté là. Pourquoi? Si vous avez déjà la loi de l'aménagement du territoire, vous avez tout sur le plan de l'aménagement du territoire. Sur le plan national, local, vous avez tout. Vous avez toute une charpente là. Vous avez toute une charpente. Mais la promulgation traîne. Il ne s'arrête pas là parce que nous devons aller plus vite. Parce que vous avez cité des faits sociaux qu'il faut qu'il y ait de la régulation plus vite. Il a voulu faire en sorte qu'il y ait l'annuaire national des ressources. Ces documents font en sorte que les opérateurs économiques, les investisseurs, même l'État, connaissent où il doit lotir, où il doit faire des activités minières, ou tant d'autres, là où vraiment vous devez faire telle ou telle autre activité. Où est-ce que vous devez avoir des activités agricoles bien définies. Il a mis ça en place. C'est déjà une de politique d'aménagement du territoire. Ça, c'est un. 2. Il a trouvé que dans son ministère, il n'y a pas de moyens de mobilité. Il a tout fait pour qu'il y ait des moyens de mobilité sur le terrain. Il a vu en sorte que dans le camp militaire, il y a eu un problème sur peuplement, mais aussi il y a des civils qui sont entrés dans le camp militaire. Il a lancé un projet de relocalisation des camps militaires. C'est aussi dans la politique d'aménagement du territoire. Mais la chose a été mal interprétée. Vous avez vu ce qu'il y a eu. Mais aujourd'hui, nous connaissons, exemple, il y a les 10 200 jeunes qui ont été recrutés. Ces jeunes-là doivent être dans le camp militaire.
quels seraient les camps militaires où ils seront. Qui va accueillir ces volumes. Leur famille. Alors que si on s'est basé sur cette intelligence qu'a donné M. Guy Luando, on peut avoir un Congo où il fait mieux vivre. Pourquoi? Parce que les militaires, ils auront leur lieu d'habitation, les civils aussi en auront. Là où on voit, exemple, quand Kokolo ici, oui, j'ai même ma famille, moi je suis l'enfant d'un militaire, il y a ma famille qui est là, mais eux-mêmes se disent que ce n'est plus un lieu adéquat de militaires. Il ne s'est pas arrêté là. Mais M. Guilandre a voulu en sorte que, parce que dans la politique d'aménagement du territoire, il faut qu'il y ait des géographes, il faut qu'il y ait beaucoup de gens, des spécialistes en la matière. Parce qu'il faut étudier des terres pour savoir, ici dans cette terre, qu'est-ce qu'il faut faire ou qu'est-ce qu'il faut lotir. Est-ce qu'ici, on peut construire un immeuble de 8 niveaux, 10 niveaux, 5 niveaux? Est-ce qu'ici, il faut qu'il y ait des activités minières? Tout ça, il faut qu'il y ait vraiment des écoles de formation. Il a eu à aller avec des entreprises turques, même le gouvernement turc, pour qu'il y ait une académie de formation. Et ça serait mis en place déjà cette année. Il a fait ça avec le ministre de la fonction publique pour que tous les agents puissent être là. Donc il y a eu beaucoup de choses qu'il a eu à réaliser en peu de temps. Je demande au gouvernement provincial, parce que selon la Constitution, l'attribution liée à l'aménagement du territoire est donnée d'abord, en principe, au gouvernement provincial. Le gouvernement national, sur le plan national, M. Guy Luando a déjà donné des éléments clés. Exemple, la lanière des ressources. Je leur demanderai d'aller pour d'en faire usage. Il y a aussi le projet REVIT, repensons à nos villes et territoires. C'est aussi une occasion pour eux aussi de revenir sur ces programmes-là. Parce que c'est un programme clé. Même lui, le ministre, il a eu à faire une tournée dans beaucoup de provinces. C'est une occasion pour les gens de s'apprivoiser même de... Pourtant, c'est un projet qui paraissait un projet qui devrait quand même créer de l'émergence, créer de l'émulation dans nos territoires, villages et consorts. Mais apparemment... Beaucoup de gens n'ont pas voulu adhérer à la vision. Alors que ce qu'on cherche est déjà là. Aujourd'hui, nous avons vu... Mais apparemment, ça s'apparente avec le projet de 145 territoires. Mais oui, le projet 145 territoires, en réalité, devait être géré par l'aménagement du territoire. En réalité. Mais je m'abstiens là. En réalité. On referme la parenthèse. Okay. Nous allons y revenir. Ok, évoluons. Maître, vous êtes là. Vous êtes porte-parole de l'AREP. C'est une question qu'on ne peut pas échapper. AREP est venu trouver une grande famille, un grand univers de partis politiques qui existaient déjà. Quelle serait votre démarcation avec les autres partis politiques? Est-ce que c'est du déjà vu ou encore c'est une nouveauté? Non, AREP, c'est une nouveauté. Une nouveauté, pourquoi? Parce que nous ne venons pas faire une politique comme d'autres y ont à faire. Nous sommes d'abord un parti social-libéral, où nous faisons en sorte qu'il y ait le socialisme sur terrain, c'est-à-dire l'égalité des citoyens, en faisant primer d'abord ce qu'on appelle la propriété privée, mais gérée par l'État. Nous sommes là aussi pour faire en sorte qu'il y ait la liberté, le libéralisme, la liberté de commercer, la liberté d'industrie, la liberté d'entreprendre, même ce qu'on appelle la liberté sur le marché. En incluant même ce qui existe dans notre constitution, la liberté d'expression, la démocratie participative et tant d'autres. Nous ne venons pas pour effacer ce qu'a fait le parti politique qui a existé depuis 1960. Non. Mais nous venons prendre juste ce qui a été, des choses qui ont existé de positif. Des choses positives, allais-je dire. Exemple. Si, dans le parti PPRD, ils ont eu à faire primer la démocratie, et que la démocratie, selon déjà la constitution du 18 février 2006, telle qu'elle est modifiée en 2011, prévoit en termes de vision ou de philosophie constitutionnelle l'état de droit, un État démocratique. Donc, nous adhérons à cette vision. Nous adhérons à cette optique. Donc, nous restons dans ce qui est positif. Mais nous ajoutons quelque chose. Qu'est-ce que nous ajoutons?
un Congo où il fera mieux vivre par la construction d'un État. Parce que l'État congolais a plus un problème. Vous verrez dans d'autres coins de la République, l'État n'existe presque pas. Et de ce fait, il faut qu'il y ait vraiment la vie, l'existence de l'État dans ces coins-là. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Nous mettons déjà en place un projet de société qui va toucher presque beaucoup de secteurs où nous arriverons à un Congo d'après, un Congo nouveau. Ça, c'est un. Deux, nous nous basons sur un livret de vision. Un livret de vision qui retrace nos 10 principes, lesquels, à nous de bâtir le Congo de demain, à nous de placer l'humain au cœur de notre projet, à nous de prendre conscience, à nous de nous engager pour réussir ensemble, à nous de faire de l'exigence une ligne de conduite, à nous de faire de l'ouverture de notre Congo vers le monde et tant d'autres. Vous verrez que par ces 10 principes que j'ai cités quelques-uns, nous visons à ce que nous puissions travailler ensemble. Pas nous-mêmes, pas seulement AREP. AREP veut même travailler avec d'autres partis politiques. AREP veut travailler avec toute personne qui veut mettre quelque chose pour l'intérêt de la République. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, si nous nous engageons ensemble, on pourrait aussi réussir ensemble. Et c'est la chose qui manque dans plusieurs partis politiques. Et peut-être se disent, d'eux-mêmes, ils peuvent réussir. Nous se disons, oui, de nous-mêmes, on peut faire quelque chose, mais ça ne suffit pas. Ça, c'est la deuxième des choses. La troisième des choses, pour répondre encore à votre question, nous sommes un parti politique qui se base sur le colibrisme. Le colibrisme, c'est d'abord la théorie du colibri, de la légende du colibri, qui se base sur une petite histoire. Quelle est cette histoire? Il y avait dans le passé un incendie dans une forêt. Tous les animaux, des grands animaux qui étaient là ne faisaient presque rien. Mais il y avait un petit colibri qui s'est tourné là, qui tournait en rond pour voir les niveaux de l'incendie. Et par après, il s'est décidé de jeter des gouttes d'eau au feu pour éteindre le feu. Et il y a un grand animal qui lui dit, mais colibri, pourquoi jettes-tu des gouttes d'eau à cet immense incendie? Colibri répond, je sais, mais j'ai fait ma part. Nous aussi, voyons cette grandeur de ce Congo, voyons leur richesse, voyons la jalousie internationale, voyons l'esprit égoïste de Congolais, en voulant dire que s'ils sont au gouvernement, ils doivent seulement piller. Voyons beaucoup tant de choses, nous nous disons non, nous on vient faire notre part. Non pas avec les anti-valeurs, mais avec des valeurs congolaises qui amènera le Congo à arriver à la sommité. Donc AREP fait sa part. AREP fait sa part. Est-ce que cette part sera significative? Oui, elle sera significative parce que, je vous dis, nous avons un projet de société très fort que je ne vais pas livrer ici, mais pourvu que les Congolais adhèrent à cette vision. Mais vous comprendrez déjà de la façon dont j'ai agencé. Et quelle est votre politique pour étendre votre parti? Nous sentons le parti être présent partout, mais il y a ça, on ne doit pas quand même se les cacher. C'est comme si la capitale du parti, c'est dans le Grand Équateur. Parce que nous sentons beaucoup plus de actions de ces côtés-là. Nous avons vu votre média au niveau de l'Équateur, nous avons vu de navires, nous avons vu, je ne sais pas pourquoi pas le faire au Bazouélé, dans le Grand Bandundu, je ne sais pas pourquoi les actions sont tournées plus vers l'Équateur. Merci beaucoup pour la question. Non, les actions ne sont pas tournées vers l'Équateur de manière très indispensable, comme vous l'évoquez, ou comme certains y pensent. Non. AREP aujourd'hui est dans le Sud Kivu, implanté de manière très effective, avec un siège. AREP est implanté dans le Kassai, où il y a Madame Denise qui gère la fédération. AREP est implanté même dans le Chopo et dans Madame Denise du Sokoy, et dans beaucoup de provinces. Vous comprendrez que AREP n'est pas essentiellement
équatorien, comme certains appellent mettre ça dans la tête des gens. Non, 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 non. Je crains que l'AREP devienne aussi comme l'autre parti qui, au finish, c'est une tribu qui prend le dessus. Non, 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 non. AREP est dirigé présentement par un Moulouba. Maître Edouard Moukeni Kalamba. C'est un Moulouba. Nous avons vu aussi des partis avec d'autres personnalités, d'autres tribus à la tête, mais plus tard... Non, AREP ne suit pas ce qui a existé. Non, non, non. Nous venons avec une autre politique. Mais vous avez dit quelque part, vous prenez le positif, mais ces positifs-là... Ce que vous me citez là, ce n'est pas du positif. Non, le positif là, apparemment, c'est d'une manière théorique, parce que dans le fond, quelque part, laissez-moi vous dire, il y a une opinion qui dit AREP peut venir remplacer un père. Non, non, même pas. Qu'est-ce que vous direz des partis de M. Bemba, MLC? Non, il faut arrêter ces genres de discussions. Non, c'est une opinion qui n'est pas sur la voie. Non, non, ce n'est pas sur la voie. Parce que si vous êtes membre de AREP, vous verrez que AREP, ce n'est pas le tribalisme qui est le Vatmeko. Non. Vous avez placé un Kassaïen à dessein. C'est par contre la méritocratie. La méritocratie. Si nous avons placé un Kassaïen, d'abord, ce n'est pas moi, c'est tout le congrès qui s'est réuni quant à ce. Alors, c'est sur base du travail qu'a fait ce monsieur Edouard Kalamba. C'est l'un des fondateurs de ce parti. Il a apporté beaucoup. Moi-même, vous avez parlé de moi au début. Vous avez dit, comment toi, un jeune comme ça, tu n'as pas 30 ans, mais tu te retrouves comme porte-parole d'un si grand parti, implanté à l'international. Non, c'est le travail. Nous, là-bas, c'est la méritocratie. Tu sais faire quoi? Moi, je suis dans le monde des médias depuis. Ce n'est pas aujourd'hui. Ce n'est pas un apprenti. Je ne vais pas apprendre comme étant porte-parole. Maître, ça nous vient aussi en tête. Est-ce qu'aujourd'hui, Maître Guy Luando, absent du gouvernement, est-ce que l'ICHEF ne portera pas la main sur lui? Parce que nous voyons à travers la ville, à travers le pays, des permanences du parti AREP, c'est en mode VIP. Où trouvez-vous vos financements pour rendre votre parti aussi VIP comme ça? Est-ce que l'ICHEF ne viendra pas mettre sa main sur Maître Guy Luando une fois absent du gouvernement? Donc vous voulez me dire que l'IGEP vient fouiller sur des affaires privées? Non, non, parce qu'il est membre du gouvernement. Non. Et il est membre du président gouvernement, d'un parti politique. Un parti politique qui s'est fait une bonne santé. S'il est membre du gouvernement, donc le contrôle a priori que ferait l'IGEF, ça se baserait sur l'action ministérielle. Voilà. Et non sur les partis politiques. Effectivement. Donc déjà, sur base de cette question-là, il faut enlever cette équivoque. Enlevons cette équivoque. Vous et moi, et les téléspectateurs qui nous suivent, savent de quoi on veut dire. C'est comme si l'argent du gouvernement sert pour alimenter les partis. Est-ce que c'est ça? Les partis vivent de ces cotisations de dons et legs. Vous serez surpris que dans plusieurs sièges implantés, ce sont les membres qui ont eu à acheter des sièges. Ils sont achetés d'eux-mêmes. Moi-même, je vais parler de moi-même. Des fois, quand je fais ma communication, c'est sur base de ma petite poche. L'équilibrisme. L'équilibrisme. Vous faites votre part. Je fais ma part. Donc nous, les partis, on n'attend pas M. Gulanda Kita, comme les gens pensent au baleine, après ça. Non, 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 non. C'est pas ça la politique. Mais pourquoi vous l'appelez baleine? Non, c'est pas moi qui l'appelle baleine. J'ai dit comme certains. Non, non, nous sommes sur le terrain, nous entendons dire grand baleine, baleine. Pourquoi on l'appelle baleine? Si les gens aiment l'appeler... Ça aussi, c'est du positif? Si les gens aiment l'appeler baleine, c'est un. D'abord, nous, on ne fait pas cette politique des Djalelo. Baleine, c'est pas les Djalelo. Mais je vous ai dit, moi là, je ne l'ai jamais appelé baleine, moi. C'est parmi vos slogans du parti? Non, non, ce n'est pas les slogans du parti. Le slogan du parti, c'est à nous de bâtir le Congo de demain. Le LIM, c'est agissons. Je comprends pourquoi on vous a placé porte-parole du parti. Et pourquoi? Parce que vous savez comment quitter là où il y a le négatif pour le rendre positif. Mais non, non, pas, non, non. Chez nous, il n'y a pas le négatif. S'il y en a, vous n'aimez pas les Djalelo, mais du moins, vous avez des groupes qui vénèrent de personnes. Les Djalelo chez vous. Non, vous savez, dans la masse, la masse est incontrôlable. Vous pouvez arriver dans une masse où les gens appellent, exemple, Maître Samuel Kanza Mogonzamboka.
Mais même moi-même... Mais Matata Ponyo n'a jamais accepté des histoires comme ça. Matata Ponyo, il n'y a pas de Tchadelo chez lui. Ah, hein. si. Quand il était Premier ministre. Je l'applaudis, hein. Vraiment. Je l'applaudis. Et c'est ça la politique. Et les gens savent que Joanna Lingababilo qu'on a été. Ah, si, mais c'est quand ça. on dit maître Kanza Moufini quoi Funa, là vous ne dites rien. Donc vous Non, parce consentez. que ce n'est pas notre politique. Ce n'est pas notre politique. Et nous ne sommes pas éduqués comme ça. Le parti politique AREP ne m'a pas éduqué comme ça. Un parti de juristes, apparemment. Non, pas de juristes. Beaucoup de juristes chez vous. Même pas de... Je vois lui-même l'autorité, je vous vois, je vois Maître Dorothée Madia. Et puis... Et alors, pourquoi vous n'avez pas parlé de Nadine Boboy, la CG en charge de questions, en charge de l'implantation? Du moins, les trois que j'ai cités sont des juristes. Mais il fallait aussi citer... Et ils ont aussi des postes. Vous n'avez pas cité l'ingénieur junior, Mpoba. Vous ne l'avez pas cité, c'est un ingénieur. Donc notre parti, c'est pour tout le monde. Toutes les classes. Nous avons même besoin de ces mamans-là qui vendent des beignets. Pourquoi? Alors on s'est dit, s'il faudrait développer avoir une politique, il y a bien, dans le il y a bien, dans Makambo, il y a Mikate. Il faut jouer à maman. Maman de baby. Arrête kitara tiwana na maman mapa. Moi-même, j'ai eu à faire des dons na Funa. Après ça, maman, bassin, non, j'ai pris des mamans qui connaissent bangone, na pesa bango baki basuli bassin. Oui papa, il y a bassin à bonde, maman Funa. Ils savent maman kan kokolo, ya ngiringiri, ya ni ils savent. Maître Samuel Kanza, porte-parole. Donc je dois atterrir dans ce que je disais. Donc nous, dans l'AREP, on prend tout le monde. Sans Viens exception. avec ton apport, ajoute de cela le travail personnel. S'il y a la méritocratie, ben, je serai là. Maître Samuel Kanza, porte-parole adjoint du parti Agissons pour la République AREP en sigle, quelles sont les relations que le parti AREP a avec l'UDPS, parti présidentiel? Il y a de très bonnes relations. Des très bonnes relations. Avec l'ACP, l'Ingobila. Des très bonnes relations. Avec tout le parti de l'Union Sacrée, des très bonnes relations. Avec tout le parti de l'opposition, des très bonnes relations. Parce qu'en réalité, en termes de relations, il n'y a pas de ce qu'on appelle inimitié. Non. Vous êtes juste des adversaires politiques. Non. Des adversaires politiques, oui. Pourquoi? Parce qu'un parti politique a comme objectif de conquérir le pouvoir. Mais sur le plan des relations, il n'y a aucun... AREP a une vision d'avoir la majorité parlementaire. C'est possible? Oui, c'est très possible, mais sous le label de l'Union Sacrée. Voilà, sous le label de l'Union Sacrée, c'est ce que le porte-parole adjoint de l'AREP nous dit. Apparemment, vous vous cachez toujours derrière l'Union Sacrée, hein, les partis de l'Union Sacrée. On ne fait pas... Pas seulement AREP, nous savons. Il y a des journalistes qui... Des fois, vous vous lancez dans des campagnes électorales avant le moment, vous, de l'Union Sacrée. Vous, de l'Union Sacrée. Il faut citer dans le vous, là. Nous avons vu le président de l'Assemblée nationale, Mbosoko Diakwanga, s'enrôler, il est de l'Union Sacrée, un ténor de l'Union Sacrée. Après son enrôlement, il a fait une propagande nette et claire. Et tout ça, c'est de l'Union Sacrée. Positif. Il s'est lancé dans un terrain de propagande. Ça, c'est lui. Ce n'est pas AREP. Ce n'est pas un représentant de AREP. Et c'est à lui-même de juger ce qu'il a fait. En tant que Congolais, en tant que jeune, en tant que Congolais, en se basant sur la loi électorale, ce n'est pas un discours applaudi dans la scène congolaise. Donc, c'est à lui de présenter ses arguments, ce n'est pas à nous. D'ailleurs, il n'est pas sanctionnable par le CESAC, la chose que beaucoup de gens ne savent pas, parce qu'il n'a pas tenu sur un plateau de télé comme nous le faisons ici. Non. Mais c'était devant les médias. Si c'était, alors il faut sanctionner les médias qui ont eu à diffuser. Et pas lui. Il a tweeté. Ah, s'il a tweeté, bon, cherchez Twitter. Voilà, là c'était dans cette ambiance de convivialité que nous terminons cette émission. Okay. Vous avez un message à lancer, la population vous suit. Tous les téléspectateurs de la PES TV sont là. Tous les membres de la REP te suivent. C'est la tradition dans cette émission. Prodiguez un seul conseil au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Un seul conseil, je demanderai au président de la République, garant du bon fonctionnement des institutions, de travailler, de continuer à travailler pour l'intérêt du peuple congolais,
Parce que c'est la chose que tout le monde, tout Congolais, des pères et des mères, et même des ancêtres congolais, des aïeux congolais, voulaient voir. C'est la chose que je peux conseiller encore au président. C'est la seule chose. Et pour la population, je leur demande de s'enrôler. Pourquoi? Parce que le parti politique AREP, par l'entremise de Maître Dorothée Madia, a déjà donné le mot d'ordre d'aller, que le membre sympathisant ou autre aille s'enrôler. C'est la chose la plus importante. Et moi, je demande à ma base de la FUNA d'aller s'enrôler. Je ne dis pas, oh, on a déjà Maître Samuel Kanta. Non, non, non. Allez. Vous le dites quand même en passant. Non, non. Je pense que ma façon de parler a été trop claire. Et je me dis, pourquoi vous vous en tenez toujours à cette expression des pères et des mères, qui vous fait peur? Personne. Merci. Voilà. C'était là un plaisir de recevoir sur ce plateau le porte-parole adjoint du parti AREP, Agissons pour la République, parti cher à Maître Guido Ndomboyo. C'était Maître Samuel Kanta avec qui nous avons échangé pendant de bonnes minutes ici. Il a parlé de la République, de l'action du gouvernement. Il n'a pas tout terminé, mais c'est une partie remise. Il a parlé du parti AREP, mais aussi il a eu à faire comme la tradition l'exige, apporter son conseil au président de la République. Un jeune émergent qui évolue dans un parti politique de renom, il est là. Merci pour avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, M. Charles. À vous tous, nous disons grand merci. Restez branchés sur le programme de votre chaîne, la 346 sur Canal+, la PES TV. Au revoir.